Il était une peur, pas une légende. Juste une histoire qui aurait pu être la tienne. Il s'appelait Mathieu, un prénom banal pour une vie qu'il était tout autant. Il avait 34 ans, vivait seul dans un 2 pièces sans âme au 3e étage d'un immeuble gris. Il travaillait dans un bureau administratif, un de ces emplois où les journées se ressemblent au point de se confondre. Chaque matin, même réveil, même café tiède, même métro. Chaque soir, même micro-ondes, même silence, même lit froid. Rien de remarquable. Et pourtant, c'est justement là que tout a commencé. Mathieu n'était pas malheureux. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il disait souvent que sa vie était stable. En réalité, elle était figée. Au fil des années, il avait cessé de parler aux gens. Pas volontairement. Les conversations s'étaient simplement éteintes, comme une radio oubliée dans une autre pièce. Il ne se souvenait même plus de la dernière fois où quelqu'un lui avait posé une vraie question. Alors, il avait commencé à penser, beaucoup trop. Au début, c'était anodin. Des réflexions inutiles pendant ses trajets. Des souvenirs flous qu'il triturait sans raison. Puis un soir, quelque chose a changé. Il était assis dans son salon, face au mur. La télévision était allumée, mais le son coupé. Les images défilaient sans qu'il les regarde vraiment. Et soudain, il a eu cette sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Il s'est retourné brusquement. Rien. Il a ri, un petit rire nerveux. La solitude fait parfois des blagues stupides après tout. Mais le lendemain, au travail, il a remarqué quelque chose d'encore plus perturbant. Une collègue lui a souri. Pas un sourire poli, un sourire appuyé. Et pendant une fraction de seconde, il a eu la certitude qu'elle savait quelque chose. Quelque chose sur lui. Toute la journée, il s'est surpris à analyser chaque geste, chaque regard. Les gens parlaient plus bas quand il passait. Ou alors, parlaient-ils normalement ? Le doute s'est installé. À partir de là, les choses se sont accélérées. Mathieu a commencé à entendre des bruits dans son appartement. Des pas légers la nuit, le frottement d'un meuble qu'on déplace lentement. Il vérifiait, toujours, chaque pièce, chaque placard. Rien. Pourtant, le sentiment persistait. Quelque chose n'allait pas. Il a ensuite remarqué des détails impossibles à ignorer. Un objet déplacé, une chaise légèrement tournée, un verre qu'il ne se souvenait pas d'avoir utilisé. Il a pensé à un cambriolage, puis à une erreur de mémoire. Mais au fond de lui, une autre idée naissait, plus sombre. Et si ce n'était pas une erreur ? Les nuits sont devenues difficiles. Il dormait mal, ou très peu. Ses rêves se confondaient avec le réel. Un matin, il s'est réveillé convaincu d'avoir parlé à quelqu'un la veille. Il se souvenait de la voix, mais pas du visage. Au travail, il a commencé à écrire des notes, des phrases courtes, décousues, pour ne pas oublier. Ils observent, ne pas faire confiance. Tout est lié. Quand on lui demandait s'il allait bien, il répondait « oui », toujours « oui ». C'est à ce moment-là que les événements ont commencé. Il a vu un homme le suivre dans la rue. Même manteau, même distance, pendant 3 jours. Le 4e jour, l'homme n'était plus là. Comme s'il n'avait jamais existé. Il a trouvé un message dans sa boîte aux lettres, une feuille blanche, juste une phrase écrite à la main. Tu commences à comprendre. Mathieu a tremblé pendant des heures. Il a appelé la police. Aucun signalement, aucune caméra, aucune trace. On lui a conseillé de se reposer. Mais comment se reposer quand la réalité elle-même devient suspecte ? Il a cessé d'aller travailler. Il restait chez lui, à observer, à écouter. Il notait chaque son, chaque variation de lumière. Il était persuadé qu'un test avait lieu, que sa vie ennuyeuse n'était qu'un camouflage, et qu'on attendait quelque chose de lui. Plus les jours passaient, plus son monde se refermait. Il parlait seul, répondait à des questions qu'il n'entendait pas. Un soir, il a regardé son reflet dans le miroir, longtemps. Il a eu peur, parce que ce visage, il ne lui semblait plus familier. Les cernes, le regard fixe, cette expression tendue presque étrangère. Il a murmuré « Qu'est-ce que vous me faites ?» Personne n'a répondu. La vérité ne s'est pas révélée d'un coup. Elle s'est imposée lentement, comme une nausée. Ce n'était pas une organisation. Ce n'était pas une expérience secrète. Ce n'était pas une présence extérieure. Il n'y avait jamais eu personne. Les bruits venaient de lui. Les pas, les messages, les regards insistants. Même l'homme qui le suivait n'avait jamais existé. Mais le plus dérangeant n'était pas ça.
Le plus dérangeant, c'était que son esprit avait commencé à préférer cette version du monde. Dans cette réalité déformée, il était observé, il comptait, quelque chose dépendait de lui, alors que dans la vraie vie, il n'y avait rien. Les médecins ont parlé de rupture, le cerveau épuisé, d'isolement prolongé, des mots propres, rassurants. Ils ont dit que tout allait rentrer dans l'ordre. Ils se trompaient. Mathieu a compris très vite ce qu'on attendait de lui. Redevenir vide, redevenir normal, redevenir invisible. Et c'est là qu'il a fait un choix. Il a commencé à se taire, à ne plus corriger ses pensées, à laisser les voix revenir, à nourrir les idées au lieu de les combattre. Parce que dans ce chaos, au moins, il existait. Aujourd'hui, Mathieu vit seul. Il a repris le travail, il sourit quand il faut, mais parfois tard le soir, il s'assoit face au mur, comme avant, et il écoute. Parce que les bruits sont revenus, plus clairs, plus organisés. Et cette fois, ils ne lui font plus peur, ils lui parlent. Et quand ils se taisent trop longtemps, c'est lui qui commence à leur répondre. Ce que tu viens d'entendre n'est pas là pour te faire peur, c'est là pour rester.